Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, George Orwell, une vie au service d'une œuvre. Invité, le journaliste au Figaro, Adrien Jolms, le lauréat des prix Bayeux et Albert Londres, est parti sur les traces de George Orwell pour les éditions des Équateurs. Ce mort, disait de lui l'écrivain Simon Leys, continue à nous parler avec plus de force et de clarté que la plupart des commentateurs et des politiciens dont nous pouvons lire la prose dans le journal de ce matin. Alors pourquoi l'auteur de La ferme des animaux et de 1984, né Eric Blair, connu sous le nom de George Orwell, est-il toujours aussi passionnant et populaire 70 ans après sa mort? En quoi est-il un héros de notre temps? Bonjour Adrien Jones. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel Orwellien êtes-vous pour camper le décor? Le personnage? Le Orwell journaliste, c'est un Orwell qui est d'une honnêteté brutale, qui est parfois presque insupportable et qui le rend aujourd'hui encore aussi lisible. Orwell n'a pas vieilli parce qu'il y a toujours cette espèce d'énergie. Il dit l'évidence, il dit ce qu'il voit. Et vous êtes un journaliste orwellien? Vous vous définissez comme ça, d'une honnêteté insupportable? J'essaye de l'être. Bon. À mes côtés, Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du Nouveau Magazine littéraire, qui consacre son numéro d'octobre à Orwell, l'auteur de 1984, mais aussi à Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Pourquoi ils avaient raison? Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. En quoi ont-ils tous les deux raison? Parce qu'ils ne voyaient pas l'avenir d'un même œil, parce qu'ils ne prévoyaient pas la même chose. Vous nous le direz. Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Olivia. On le considère peut-être un peu trop rapidement, dites-vous, en ouverture, Adrien Jolms, comme un écrivain prophétique. Pourquoi ce n'est pas le terme qui vous paraît le plus approprié pour parler d'emblée de George Orwell? Parce que la prophétie consiste à ne jamais se tromper. On annonce des choses, on voit dans le futur, on voit dans l'avenir. Orwell, dans beaucoup d'aspects, il se trompe complètement. Il prévoit qu'il y aura une révolution socialiste en Grande-Bretagne dans les années 1950, qui n'a jamais lieu. Il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. En revanche, ce qu'il le voit, il le voit avec une clarté, une lucidité qui encore aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, prend une acuité terrible. Enfin, on a cru pendant longtemps que 1984 était un roman qui parlait de l'Union soviétique, un peu comme dit le personnage du film OSS 117. Déjà, c'est un pays où les gens ont des chaussures à fermeture éclair et où il fait froid. Alors que Orwell décrit un monde qui est le nôtre. Enfin, les écrans de surveillance, les 2 minutes de la haine, l'espèce de monde écrasant avec des technologies qui servent en fait à écraser l'être humain. C'est ce que décrit Orwell en 1984 et il y a quand même des similitudes avec notre époque qui sont troublantes pour le moins. Voilà, il avait parfois tort, mais il avait aussi souvent raison, Aurélie Marciro, ce que vous montrez à travers ce dossier, ainsi que Huxley, qui l'a d'ailleurs beaucoup inspiré. En quoi est-ce qu'ils avaient tous les deux raison, alors qu'ils ne prédisaient pas du tout la même chose, ou pas toujours? En fait, c'est Neil Postman en 1985 qui écrit dans Se distraire à en mourir. En fait, c'est Huxley qui a raison. On est dans le règne du divertissement. Orwell a complètement eu tort. Et finalement, on se rend compte, quelques années après, avec 1989, la chute du mur, que finalement, on se retrouve avec le pire des deux, à savoir, effectivement, l'obsession du divertissement, beaucoup de drogue dans certains pays, et dans d'autres, effectivement, comme on peut le voir en Chine, le contrôle social, le téléécran qui fait juste penser à nos enceintes connectées qui sont chez nous, qui nous espionnent. Et donc, on s'est dit que les deux, finalement, avaient raison, alors que eux-mêmes, dans une correspondance que Huxley a avec Orwell, dit, en fait, je pense que moi j'ai raison, mais peut-être qu'il va y avoir une guerre atomique ou quelque chose qui fera qu'on se sera tous les deux trompés. Donc on s'est dit, il faut réconcilier les deux. Et notre époque, hélas, réconcilie le pire des deux cauchemars de ces deux auteurs. Une question d'atmosphère, est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Adrien Jolms? Beaucoup d'événements qui se produisent aujourd'hui semblent ou sont orwelliens. Non qu'il les ait prévus avec exactitude, mais est-ce que le terme qui évoque ce climat autoritaire, ce climat de rétrécissement des libertés, cette époque conformiste aussi, n'est pas lui approprié? À quoi ça tient? De toute façon, vous utilisez ce terme orwellien. C'est assez peu fréquent qu'un écrivain ait vu son nom passer dans le langage commun, et particulièrement un écrivain récent. Enfin, il a fallu 5 siècles à Machiavel pour que son nom devienne un nom commun. Orwell, il y en a 3-4, vous citez Balzac aussi. Il y en a quelques-uns. Mais Orwell, il a en plus cette particularité, qui est une particularité orwellienne, c'est qu'en fait, c'est un double sens. C'est-à-dire que vous décrivez une situation orwellienne, ça veut dire un monde et une situation écrasante, terrifiante,
sorte où l'être humain est broyé. Mais en revanche, si vous utilisez le qualificatif pour désigner quelqu'un, une œuvre, là, vous allez décrire, orwellien, ça voudrait dire quelqu'un de lucide, d'intransigeant, d'honnête, quelque chose de positif. Donc en fait, il y a un double sens chez Orwell, ce qui en fait décrit bien ce personnage. Il décrit le futur de façon terrible et sur beaucoup de points, il a largement raison, oui. Sur les traces de George Orwell, c'est-à-dire que vous êtes rendu, vous, Adrien Jolmes, partout, là où il a vécu, des Indes, de la Birmanie, jusqu'à l'île de Jura, en Écosse, où il va écrire 1984, où il va mourir. Vous vous êtes rendu sur tous ces lieux? Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu en lisant Orwell qu'il y a quelque chose d'assez curieux. C'est d'abord c'est pas du tout un voyageur. Il ne voyage pas pour se distraire. Il ne fait pas de tourisme. Orwell est complètement étranger à cette idée-là. En revanche, c'est un intellectuel d'un genre très particulier parce qu'en fait, sa pensée se nourrit quasiment essentiellement de son expérience personnelle et des situations dans lesquelles il s'est retrouvé. Et donc en fait, c'est pas du tout anodin en fait tous les endroits où a vécu Orwell. Chacun inspire et sert de matériau à construire des pans entiers de sa pensée. Il devient anti-impérialiste parce qu'il est policier dans la police coloniale en Birmanie dans les années 1920. Et il découvre, parce qu'il le sait, il est le dernier rouage, c'était alors celui qui était chargé d'imposer l'ordre colonial. Il découvre lui-même que c'est un travail absolument répugnant, que ça l'en fait quelqu'un de... Il écrit un moment, j'étais détesté par toute la population de la ville. Enfin, il faut quand même se rendre compte de l'intensité que ça doit représenter. Et donc, il est anticolonialiste, pas pour des raisons théoriques, abstraites et autres, ou parce qu'il aime l'humanité. Il est contre parce que ce système est abominable et qu'il le sait. Voilà. Une vie indissociable de son œuvre, une œuvre indissociable de sa vie. Et pourtant... On a l'impression, on vous suit effectivement dans tous ces lieux qui ont donné lieu à des reportages, à des romans, et on a le sentiment qu'il n'a pas laissé de traces, qu'il a mis beaucoup de temps finalement à être reconnu là où il a travaillé, là où il a raconté ce qu'il a vu. Ou pas toujours un bon souvenir. Pas toujours un bon souvenir. À Wigan, la ville ouvrière, près de Manchester, où il avait enquêté. D'abord parce qu'en fait, il n'est célèbre qu'après sa mort. Ensuite, parce que George Orwell est un pseudonyme. Toute sa vie, ses amis, ses connaissances le connaissent sous son nom, son véritable nom de l'état civil, qui est Eric Blair. Donc George Orwell, c'est en fait un écrivain qui est un écrivain lui-même de fiction. Enfin, le nom est un personnage qui n'existe pas dans la réalité. Et surtout, Orwell meurt juste au moment où sort 1984 et qui devient ensuite un succès planétaire. Donc en fait, le succès, la notoriété d'Orwell est posthume. Pendant toute sa vie, il est un écrivain d'abord totalement inconnu, ensuite très peu connu dans des petits milieux littéraires et des milieux de gauche en Angleterre. Ça va jamais plus loin. Donc en fait, oui, il passe un peu inaperçu partout où il est. Alors vous revenez sur son œuvre et sur sa vie assez romanesque, une enfance aux Indes, un père fonctionnaire dans la section opium du gouvernement colonial, des études avec l'élite britannique, puis faute d'argent, Eric Blair entre à 19 ans dans la police coloniale en Birmanie. C'est là qu'il va se forger une conscience de classe. Dans ces années birmanes? Dans ces années birmanes, oui, comme on le disait tout à l'heure, il est le rouage de l'ordre colonial, c'est-à-dire celui qui impose par la force la domination sur les peuples colonisés. Mais il y a aussi vous parlez de classe, c'est très britannique, ça existe encore en Angleterre, mais le système était encore plus prégnant à l'époque d'Orwell. Il est obsédé par les questions des classes sociales et lui appartient à la classe moyenne, upper middle class comme il dit, mais il est envoyé parce qu'il a une bourse, une bourse royale qui l'envoie à Eton College. C'est dans la hiérarchie des public schools britanniques. C'est le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints. Vous êtes Etonian, vous êtes all Etonian pour toute votre vie. Vous pouvez tutoyer les premiers ministres et autres. D'ailleurs, vous avez beaucoup de premiers ministres. Le premier ministre actuel, Boris Johnson, est un Etonian. David Cameron, qui a placé la Grande-Bretagne dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, est aussi un all Etonian. Voilà, c'est une sorte de caste absolument
impénétrable et qui, toute votre vie, vous procure dans la société britannique des privilèges inouïs. Sauf que Orwell, il est ensuite... D'abord, sa famille n'a pas d'argent, il ne peut pas aller à l'université, il n'étudie jamais à l'université, Orwell. Donc, il a une solide culture classique, il sait très bien écrire, Eaton apprend aussi à penser par soi-même, on cultive l'indépendance d'esprit, et il est projeté dans le vaste monde sans tout... Donc, avec les codes des classes dominantes britanniques, il a l'accent des classes dominantes britanniques, et il n'en a pas du tout ni les moyens, ni les connexions et ni surtout l'envie. Il trouve ce système absolument répugnant et donc il cherche à rencontrer des gens qui appartiennent à la classe ouvrière, il cherche à se faire des amis chez ces gens-là, et bien sûr c'est toujours un peu bizarre parce qu'il a cet accent, les gens l'appellent monsieur, donc il se déguise en clochard, mais les policiers reconnaissent que c'est quelqu'un de qualité. Enfin voilà, il cherche à échapper en permanence à cette gang de classe sociale qui l'obsède. À Eton, il va apprendre, vous le dites, à penser par lui-même mais aussi contre lui-même, Aurélie. Oui, donc finalement cette école, elle lui apprend aussi à être un esprit libre, parce qu'on voit dans votre livre, dans le dossier aussi qu'on a réalisé, qu'il n'aime pas les intellos de gauche, entre guillemets, il n'aime pas les bourgeois, il n'aime pas les pacifistes, il n'aime pas les colonialistes, enfin, il est contre toutes les formes d'oppression. Orwell, c'est un esprit libre. C'est un esprit très indépendant et qui le rend insupportable. Enfin, parce que maintenant, tout le monde aime Orwell. Enfin, tout le monde admire Orwell, tout le monde se réclame d'Orwell. Enfin, les conservateurs, la droite aiment beaucoup Orwell parce qu'Orwell est l'homme de la décence ordinaire, common decency. C'est l'homme qui dit qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans une société qui maintient ses traditions. La gauche, bien sûr, adore Orwell parce que c'est l'anticolonialiste, c'est le socialiste, celui qui veut faire la révolution. Mais de son vivant, Orwell était rejeté par tout le monde. Le Parti communiste et les compagnons de route du Parti communiste le considéraient comme un traître, les conservateurs le considéraient comme un dangereux socialiste, et en plus cette façon de dire cette espèce d'honnêteté brutale dont on parlait le rend extrêmement... C'est une personnalité extrêmement abrasive. En gros, c'est comme si Orwell revenait, il serait en train de, par exemple dans cette émission, de dire des choses qui hérisseraient tout le monde, quoi. Et ça, vous le racontez très bien, sa dénonciation de l'impérialisme et du capitalisme plaise à la gauche, sa défense du bon sens populaire, son patriotisme et sa méfiance à l'égard des intellectuels vont séduire la droite. Et puis sa critique de la surveillance technologique généralisée et de la déshumanisation du monde vont plaire aux héros, aux tenants de la décroissance et de l'écologie intégrale. Vous diriez qu'au fond, aujourd'hui, on le classerait comment ? Comme écrivain ni de gauche ni de droite, sans allusion, sans clin d'œil au positionnement d'Emmanuel Macron, mais il serait inétiquetable politiquement ? C'est toujours compliqué de répondre tellement ces concepts d'abord ont évolué. Mais à l'époque d'Orwell, si on avait posé la question à Orwell, il aurait dit qu'il était de gauche. Il était pour le socialisme, il était il voulait faire la révolution. Il considérait que le système, particulièrement le système qui existait en Angleterre à l'époque, était un système insupportable, que les ouvriers étaient méprisés, que chaque être humain avait droit à une existence décente, à être considéré. Il y a aussi quelque chose, toujours... Orwell n'est pas un théoricien. On pense qu'il n'a jamais ouvert un livre de Marx, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui était attaché au respect des individus, au respect des gens, au respect des êtres humains. Est-ce que ça en fait quelqu'un de gauche, est-ce que ça en fait quelqu'un de droite, j'en sais rien. Il était aussi conservateur dans beaucoup de domaines, mais pas en politique, dit l'essayiste anglo-américain, auteur de Pourquoi Orwell est important, et ça, vous êtes assez d'accord avec lui ? Christopher Hitchens, oui, il avait bien résumé. Effectivement, Orwell avait des tas d'habitudes, il était très conservateur, il était très anglais, il aimait bien boire une bière dans les pubs, il n'aimait pas que les choses changent, il trouvait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de musique dans les bars. Voilà, il y avait un côté un peu scrogneux chez Orwell. D'ailleurs, il est mort relativement jeune, mais s'il avait vécu beaucoup plus âgé, ce qu'on lui aurait souhaité, il serait peut-être devenu quelqu'un d'un peu horripilant, oui. Comment définir Orwell et son socialisme ? L'écrivain et sinologue belge Simon Leys, auteur de Les habits neufs du président Mao en 71, livre qui dénonçait la révolution culturelle chinoise, mais aussi de Orwell ou l'horreur de la politique. CSA, c'était sur le plateau d'Apostrophe en 1984. C'est presque le hasard d'une enquête en milieu ouvrier au moment de la dépression dans le nord industriel de l'Angleterre qui lui a fait rencontrer donc, cette misère ouvrière et qui a été le point de départ de ce qui était, on pourrait dire, sa conversion au socialisme. Oui, c'est ça. J'emploie le mot conversion, un terme religieux, parce que ce n'est pas une adhésion à un mouvement politique, c'est beaucoup plus une adhésion à un ensemble de valeurs morales. Oui. Vous parlez de l'honnêteté massive d'Orwell. Qu'appelez-vous l'honnêteté massive ?
le fait qu'il n'y ait pas d'intervalle ou le fait qu'il n'y ait pas de... Comment dire, qu'il y ait une unité entre ce qu'il écrit et ce qu'il est. Ouais. Oui, parce qu'il faut bien dire qu'on... Ce n'est pas un homme de lettres de ce point de vue. C'est ça, vous dites... C'est un homme et qui écrit. C'est un homme et qui écrit une œuvre à dimension humaine, humaniste, vous diriez, comme nul autre pareil, Adrien Jaume. Ah bah oui, c'est un humaniste, indéniablement. Aurélie Marcero. Le concept de common decency traverse son œuvre. Comment on pourrait le définir aujourd'hui ? C'est assez. Common decency, c'est la décence commune. On parle parfois de bon sens populaire. Il y a juste le fait de. Il y a chez Orwell. Alors, il faut surtout pas. Enfin, je ne voudrais surtout pas m'avancer sur des problématiques contemporaines. Mais il y a d'abord un respect. Orwell respecte les gens. Et il estime qu'il n'y a rien de plus important après que les gens soient nourris et logés. La chose importante, c'est le respect de la dignité humaine. Chacun a droit à ce respect-là, quoi. Et d'ailleurs, il le trouve, parce qu'en fait, il cherche, on disait tout à l'heure qu'il cherchait à établir des liens avec les classes populaires. Il aimerait être l'un d'entre eux. Il aimerait bien qu'on ne le remarque plus. En plus, malheureusement, le pauvre Orwell, il est très grand. Il mesure quasiment 2 mètres. Donc, en fait, sa grande tête dépasse toujours. On le voit toujours. Il est toujours un peu bizarre. Et là où il trouve des vrais compagnons, où tout à coup, plus personne ne prête attention à son accent un peu upper class, c'est quand il va se battre quand il est volontaire, qu'il va se battre en Espagne. Et là, il a un fusil, il est dans une escouade avec des combattants sur le front, et tout le monde est ensemble. Et là, il trouve, en fait, et il dit c'est la meilleure partie, c'est quasiment les meilleurs moments de ma vie, quoi. Oui, on a le sentiment que c'est finalement cet épisode-là qui va le plus structurer ce qui va devenir son œuvre après, à savoir 1984, et La ferme des animaux, notamment ce rapport à la vérité, enfin, ou plutôt au mensonge dans ce cas-là. C'est ça, c'est ce qu'il éprouve avec... il le dit lui-même, il reste assez peu de temps finalement en Espagne, parce qu'il passe 9 mois, il arrive à peu après Noël en 1936, la guerre d'Espagne a déjà commencé depuis l'été, c'est une guerre civile terrible. Lui veut se battre contre le fascisme, donc il se rôle dans les milices du POUM, qui est un parti marxiste, mais qui n'est pas aligné sur Moscou et sur la politique stalinienne. Et là, il est envoyé sur le front, donc le front de Saragosse. Et il revient pendant une permission à Barcelone, il revient pendant un épisode extrêmement complexe de cette guerre civile espagnole qui s'appelle les Journées de mai, pendant lesquelles la République espagnole et les communistes canal de Moscou écrasent le POUM, écrasent les anarchistes et mettent tout le monde au pas. Et donc Orwell se retrouve proscrit, l'organisation à laquelle il appartient est interdite, et il apprend qu'en fait l'organisation à laquelle il a adhéré pour se battre contre le fascisme est décrite dans les journaux républicains espagnols et dans les journaux de gauche dans le reste de l'Europe comme étant une organisation elle-même fasciste. Donc en fait tout est complètement fou. Et 1984, c'est ça. En fait, on peut réécrire. Il découvre la vérité n'a aucune importance, elle n'existe pas. On peut réécrire après coup l'histoire. Des antifascistes deviennent fascistes et vice versa. Enfin voilà. Donc il y a effectivement, c'est un moment fondamental pour Orwell, pour sa compréhension du monde, pour sa compréhension de la politique et pour le reste de son œuvre. Et un moment important aussi pour notre compréhension à nous de George Orwell. Vous racontez qu'il passe par Paris d'abord avant d'aller en Espagne, qu'il croise Henri Miller, qu'il dissuade d'y aller parce que c'est vrai qu'il veut se rendre en Espagne en 1936. Il débarquera à Barcelone, non pas pour voir, comme la plupart des intellectuels, des penseurs, des écrivains allaient à ce moment-là, mais vraiment pour se battre contre le fascisme. Et il va être confronté à cette nouvelle réalité qui va aboutir probablement encore à une nouvelle prise de conscience pour lui, Adrien Jaume, une expérience espagnole qui va, vous l'évoquer largement, inspirer 1984. On écoute un extrait du film de Michael Radford. Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». Oui. Combien de doigts je vous montre là, Winston? 4. Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts, alors combien? 5. Non. C'est inutile. Vous mentez. Combien de doigts, je vous prie? 4. 4, que puis-je vous dire d'autre? 5, 4, est-ce que vous voulez? Je vous en prie, laissez-moi. J'en peux plus.
Un roman sur l'avenir, dira-t-il à son éditeur avant d'écrire, ou quand il entreprend ce projet d'écrire 1984, roman qu'il écrira entre 46 et 48, et qui aura un succès assez immédiat, qu'il connaîtra peu puisqu'il mourra 2 ans après. Police de la pensée, ministère de la vérité, évoqué dans ce film, cet extrait qu'on entend de 1984, tout était là, sa conception de la vérité et de la terreur qu'on peut avoir à tenter de l'imposer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il découvre tout ça en Espagne, le totalitarisme soviétique qui s'exerce par l'intermédiaire du Comintern, il le voit tout à fait. Mais c'est pour ça qu'Orwell parle à beaucoup de gens. Enfin, moi, j'avais des amis irakiens qui, à l'époque de Saddam Hussein, ils disaient, pour eux, Orwell décrivait le système dans lequel ils vivaient. En Russie, vous avez beaucoup de gens qui, à l'époque, étaient stupéfaits en disant, mais comment il a pu écrire comment il peut savoir ce qu'on le vit alors qu'il n'est jamais venu en Russie. Là aussi, c'est aussi quelque chose d'assez. Il y a une prescience chez Orwell qui était absolument extraordinaire. Il comprend les choses. Mais comment il en fait prescience ? C'est ça qui est intéressant, parce qu'il s'inspire d'une expérience passée, vécue 10 ans auparavant, et il en fait un roman sur l'avenir. Parce que je crois, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la pensée d'Orwell n'est pas. Il découvre pas le totalitarisme en ayant réfléchi beaucoup aux problèmes dans des livres autres. Quand vous êtes pourchassé par il est obligé de se cacher à Barcelone pour échapper à la police politique qui le pourchasse. Il est pourchassé par le camp même pour lequel il est venu se battre. C'est quand même un peu extrême. Donc quand vous avez vous-même manqué d'être exécuté, il a vu son ami George Kopp, qui était son commandant d'unité en Espagne, qui est arrêté, qui est mis en prison. On l'enferme dans un cachot plein de rats. Cette obsession d'Orwell pour les rats date de là aussi. Quand il est sur le front de Saragosse, il a la phobie des rats. On les retrouve dans 1984. C'est la pire des tortures. Donc tout ça, quand vous avez expérimenté ça dans votre chair, ça vous donne quand même vous en parlez avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de cette prescience. Elle est aussi parce qu'il l'a expérimenté de façon physique, ce que ça voulait dire, la peur, la trahison, le mensonge, quand même les mots n'ont plus de sens, quand les mots que vous croyez, pour lesquels vous étiez venu vous battre, ne perdent leur sens, c'est quelque chose d'absolument dévastateur. Invité le journaliste Adrien Jolm, auteur de Sur les traces de George Orwell aux éditions de l'Équateur, avec Aurélie Marciro du Nouveau Magazine littéraire, qui nous dit dans son numéro d'octobre, Orwell et Huxley, pourquoi ils ont raison. France Culture, il est 13h18. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On est passé un peu vite de la Birmanie, peut-être à l'Espagne. Vous l'évoquiez, cette séquence birmane dans sa vie qui donnera lieu à un livre, une histoire birmane, publiée en 1934. Son premier roman revient sur ces années entre colonialisme et impérialisme qui vont à leur manière le marquer. Puis il y aura la guerre d'Espagne qui a largement inspiré 1984 par la suite. Et puis l'expérience de la pauvreté qu'il va faire de Paris à Londres. Il est alors encore Éric Blair, il veut devenir écrivain et il va publier Dans la Dèche, un ouvrage qui est tout aussi important que les autres à vos yeux, Adrien Jolm, puisque pour appréhender la vie des ouvriers de cette ville ouvrière de Wigan, près de Manchester, il va vraiment pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'immersion pour un journaliste. Oui, il n'est pas l'inventeur de la technique, puisqu'il y a d'autres journalistes qui ont recours à cette technique-là, qui consiste à se fondre on n'est plus un observateur extérieur, on se fond dans son sujet, donc on se déguise, c'est ce que fait... C'est en fait quand Florence Aubenas va nettoyer, alors quelques années après, mais d'ailleurs elle se réfère à Orwell. Des ferries à Ouistreham. Florence le dit, on pense toujours à Orwell quand on fait ça. Avant, il y a eu des gens des écrivains qui ont fait ça avant lui. Jack London le fait pour écrire Le peuple de l'abîme. Il est dans le East End de Londres, les quartiers pauvres. Et il y a aussi d'autres reporters au 19e siècle qui le font. Mais Orwell, lui, en fait une méthode. Mais en plus, chez Orwell, il y a une volonté, bien sûr, d'expérimenter la vie des plus pauvres, mais au fait, son expérience, elle devient réalité, parce que d'abord, il n'a pas beaucoup d'argent pour commencer, il en a un petit peu, donc il vient à Paris. C'est pour les écrivains anglophones, les Américains, les Anglais, Paris, c'est la ville littéraire par excellence, surtout à l'époque, dans les années 1920, c'est là où Fitzgerald, Hemingway viennent à Paris.
Mais Orwell, lui, il n'est pas à la coupole ou au Select à Montparnasse. Il n'a pas beaucoup d'argent et en plus, il perd cet argent-là. Et là, pour le coup, il se retrouve vraiment dans la dèche, comme il le dit. Et donc, il mène une vie... Et dans le fond de cale de la restauration et des hôtels, où il écrira « Le plongeur est l'un des esclaves du monde moderne ». Hein. Mais c'est toujours aller dans n'importe quel restaurant parisien, c'est le métier le plus fatigant, le plus épuisant, qui demande aucune qualification. Il faut juste, et Orwell le décrit, ça vous permet juste de gagner, de quoi survivre jusqu'au lendemain et de recommencer, quoi. Donc Orwell a cette expérience physique aussi de la pauvreté. Il sait ce que c'est. Là aussi, c'est quelque chose d'assez peu commun chez beaucoup de penseurs. Vous avez beaucoup de gens qui vous avez beaucoup d'intellectuels qui, dont le cœur généreux palpite à l'idée de protéger les plus faibles et autres. Orwell sait ce que c'est que de faire partie de ces plus faibles, sait ce que c'est que d'être broyé par le système. Pour autant, il n'est pas misérabiliste dans sa description, aussi bien des Birmans quand il est en Birmanie, que des ouvriers qui rencontrent à Wigan non plus. Ce qui est une façon de les respecter. Il y a un grand respect pour l'être humain et il ne considère pas, il est contre le système colonial qui oppresse les Birmans, mais il ne fait pas les Birmans ne sont pas des pauvres petites créatures. Il connaît aussi, ce sont des êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités. Oui, il n'y a pas de misérabilisme chez Orwell. Et en même temps, ces livres sont pas toujours bien perçus ou reçus, en tout cas quand ils sont publiés. Et c'est le cas notamment dans La Dèche ou de ce livre traduit Quai de Wigan. Vous le racontez, il va y avoir dans la deuxième partie du livre déjà un règlement de compte dans les règles, une critique virulente des intellectuels de gauche qui prétendent défendre la classe ouvrière tout en la méprisant. Ça, c'est pour du côté de l'élite et des intellectuels. Mais en parallèle, le livre est aussi pas très bien reçu par les habitants de Wigan, pour qui Orwell était un snob qui venait voir les ouvriers comme des singes en cage. Ça, c'est l'historien Thomas Walsh que vous rencontrez sur place qui vous le racontera. Il a mis du temps, là encore, à être reconnu pour ce qu'il racontait, ce qu'il disait de ce monde-là. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours cette honnêteté brutale, qui peut dérouter visiblement, et qui est un peu, c'est quelqu'un qui met tout le monde mal à l'aise. Il dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, quoi. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit la première des libertés, c'est le droit de dire les choses, ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et pour ça, il faut dans tous les cas employer les bons mots. Je vous propose d'écouter ceux du professeur de philosophie Jean-Jacques Rosa. Il est éditeur aussi. Il parle du rapport d'Orwell à la langue et aux mots. N'utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de rhétorique que vous avez déjà lue à maintes reprises. N'utilisez jamais un mot long si un autre plus court peut faire l'affaire. S'il est possible de supprimer un mot, n'hésitez jamais à le faire. N'utilisez jamais le mode passif si vous pouvez utiliser le mode actif. Bon, ça, c'est lié à l'usage du passif en anglais. N'utilisez jamais une expression étrangère, un terme scientifique ou spécialisé si vous pouvez leur trouver un équivalent dans la langue de tous les jours, etc., etc. Autrement dit, l'enracinement de la langue dans le concret et dans l'expérience et dans la capacité, il le dit aussi très clairement dans la politique et la langue anglaise, la capacité à me représenter ce dont je parle, avoir une image. Donc le mot, pour lui, en tant qu'écrivain et en tant que journaliste, le mot est lié à des images extrêmement concrètes. Et si vous partez trop dans l'abstraction, vous risquez de décoller de la réalité. Et c'est là que toutes sortes de rhétoriques manipulatrices ou manipulatoires peuvent intervenir. Extrait de Avoir raison avec George Orwell, produit par Brice Couturier pour France Culture à l'été 2017. L'importance des mots et du langage pour George Orwell. On le voit de nos jours. Là aussi, c'est quelque chose une des raisons pour lesquelles Orwell est extrêmement actuel. Notre époque de fausses nouvelles, où se prolifèrent sur les réseaux sociaux des contre-vérités, voire même des mensonges absolus. Orwell il pense que c'est quelque chose qui est totalement dévastateur. Il est attaché aux mots, à la vérité. Alors, il considère que c'est important. Le style d'Orwell, qui est un style très en apparence, il a un style qui est quasiment lisse. On a l'impression que c'est neutre, il n'y a pas de style, il ne fait pas de grandes figures de rhétorique. En fait, c'est très travaillé, chaque mot est pesé. C'est un écrivain qui écrit énormément avant d'arriver. Donc vous avez une sorte d'épure, quelque chose de... Ça a l'impression on lit Orwell de façon... C'est un écrivain très très lisible, d'abord parce qu'il est honnête, mais aussi parce que c'est écrit de façon très claire, il y a une grande clarté. C'est énormément de travail pour arriver à cette espèce de limpidité et d'être très direct. Aurélie Merciero.
Comment vous expliquez qu'aujourd'hui encore, La ferme des animaux reste par exemple une grille de lecture très importante et pertinente pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Vous citez dans votre livre le traducteur, je crois, birman d'Orwell, qui dit que Orwell a écrit 3 livres à propos de la Birmanie: L'histoire birmane, La ferme des animaux et 1984. Oui, c'est Turan Nguyen qui est un traducteur birman. Donc lui, il a décidé de... En Birmanie, on connaît Orwell, parce qu'il a vécu là-bas, parce que son livre est vendu aux touristes en version anglaise. Mais en fait, les Birmans, il a jamais été... La junte militaire l'interdisait. Il a jamais pu... Les Birmans ne connaissent pas son œuvre. Donc Turan Nguyen a décidé de traduire en birman l'œuvre d'Orwell. Ce qui est assez compliqué, parce qu'il y a des mots qui n'existent pas. Il faut trouver d'équivalents. C'est un travail très, très important, très long. Mais il le dit lui-même. Il dit, en fait, en Birmanie, on a vécu dans une espèce sous le joug d'une junte militaire totalitaire pendant des années. Orwell n'a pas écrit qu'une histoire birmane. 1984 et La ferme des animaux, on connaît l'histoire, on a été dedans. Donc là aussi, c'est un cas où Orwell parle aussi, décrit des expériences dans lesquelles les gens qui ont vécu dans ce genre de système se reconnaissent instantanément. Et on a vu que 1984 est revenu dans le top des ventes au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Est-ce que les gens finalement ont compris à ce moment-là qu'il fallait relire peut-être 1984 à l'aune de ce qui se passait aux États-Unis? Ça arrive régulièrement, vous avez raison de le souligner. Quand Donald Trump est élu, il y a le système, je ne citerai pas le nom de cette multinationale qui vend des livres sur Internet, mais leur système de référencement, très orwellien d'ailleurs, enregistre des pics de vente d'Orwell dès qu'il y a des événements de ce genre. Donc oui, quand Donald Trump est élu, quand Edward Snowden révèle l'étendue du programme de surveillance des services secrets américains, là aussi 1984 se met à se vendre. Enfin, c'est un livre c'est un manuel pour notre temps, pour notre époque. C'est pour ça que vous invitez dans ce livre sur les traces de George Orwell, Adrien Jolmes, à lire ou relire George Orwell encore aujourd'hui. Il ne fallait pas s'arrêter en 1984 ou 85 pour continuer à le lire. Il a influencé beaucoup d'autres écrivains aujourd'hui encore. Et il y en a qui se revendiquent de George Orwell, comme Margaret Atwood. Ah oui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un auteur c'est un des auteurs, je ne sais pas à combien de millions d'exemplaires s'est vendu en 1984. Enfin, c'est un des auteurs majeurs du XXe siècle. On continue à lire. Vous avez beaucoup de gens qui étaient connus. Je ne suis pas certain, Aldous Huxley, qui est un grand écrivain aussi, je ne suis pas certain qu'on lise encore beaucoup Le meilleur des mondes ou Aldous Huxley. On le lit sans doute, il est réédité. C'est pas aussi instantané. Son nom n'est pas rentré dans le langage commun. Vous iriez, vous, sur les traces de Huxley ? Je ne suis pas... l'œuvre d'Huxley est très intéressante. Je ne suis pas certain que les endroits où il est vécu aient eu autant d'importance que pour Orwell. Neil Postman explique qu'en fait, il est plus facile de reconnaître une dictature sévère comme 1984 qu'une dictature douce, finalement, comme celle d'Aldous Huxley. Y a-t-il des dictatures douces ? On se terminera sur cette question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Adrien Jolmes sur les traces de George Orwell qui vient de paraître aux éditions des Équateurs. Et un grand merci à vous Aurélie Marciro d'être venue participer à cette discussion avec notre invité. Orwell, Huxley, pourquoi ils avaient raison? Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. C'est à la une du nouveau numéro du nouveau magazine littéraire. Un grand merci à tous les deux et à toute l'équipe de La Grande Table, à Maïane Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Sophie Marty et François Bréhus qui nous ont aidés à préparer ces émissions. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Laurie Vachon et à la vidéo, Jordan Fuentes et Swad Boukorsa. Très bel après-midi sur France Culture.